Agrégé de philosophie, professeur Vincent Coussedière est l'auteur de plusieurs essais politiques, notamment L'éloge du populisme. Et il publie aux vénérables éditions de la Nouvelle Librairie un essai politique intitulé « Marine Le Pen, comme je l'imaginais ». Bonjour Vincent Coussedière. Bonjour Martial. Dès les premières lignes de sa préface, Alain de Benoît précise que votre essai n'est pas seulement celui d'un observateur et d'un analyste de la vie politique, mais aussi d'un acteur, puisque vous êtes devenu candidat du Rassemblement national lors des législatives de 2024, candidat et non membre du Rassemblement national. Pourquoi vous êtes jeté dans le grand bain, précisons-le sans succès. C'était la volonté d'un constat d'impuissance ou la volonté de faire une seule analyse? Alors, c'était, je dirais, peut-être un aboutissement un petit peu logique d'un intellectuel qui alerte sur la question du populisme depuis 2012, qui a été plusieurs fois invité par le Rassemblement national à des formations et qui a découvert que le Rassemblement national était composé de patriotes, de gens souvent très agréables, très sympathiques, alors que je pouvais avoir une vision de tout cela un peu extérieure, comme je l'explique dans le livre, venant plutôt d'une famille de gauche, étant professeur, etc. Et donc il y a eu des travaux d'approche, si vous voulez, parce que, à maintes reprises, j'ai fait quelques petites formations pour le RN. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas franchir le pas et peut-être me présenter aux législatives, m'engager, comme on dit, comme disait Jean-Paul Sartre, qui n'est pas ma figure de proue, ma tasse de thé. Pourquoi pas ne pas m'engager? Ensuite, j'ai 61 ans, je termine ma carrière d'enseignant. Pourquoi pas terminer sur quelques années en étant député et en essayant de donner un petit peu ce que je peux donner. Donc j'étais candidat. Alors ça, c'est un petit peu particulier parce qu'on m'a pas proposé d'être candidat dans la circonscription dans laquelle j'habite. Donc j'étais en fait dans la 6e circonscription du Bas-Rhin, donc près de Strasbourg. Une circonscription très intéressante sociologiquement, un peu qui illustre ce que dit Christophe Guilluy, vous voyez. Une partie de la circonscription, Schirmeck, Salles, c'est très ouvrier, France périphérique. Et l'autre partie, Obernai-Molsheim, tout proche de Strasbourg, c'est vraiment les gens qui sont la bourgeoisie, d'argent, européistes aussi. Donc c'était très intéressant. J'ai fait le plein des voix au premier tour, 39%. Mais le Front républicain a magnifiquement marché. Il n'y a eu aucun report de voix des LR de mon côté, si vous voulez. Tout le report de voix s'est fait. Bon, après, c'est plus facile que si ça avait été un candidat NFP. Sur Louise Morel, donc candidate MoDem. Cette expérience de candidat, a-t-elle nourri l'écriture de ce livre ou en est-elle au contraire le produit? Autrement dit, le livre est-il le produit d'une certaine désillusion? Alors, je dirais les deux, c'est-à-dire l'expérience de candidat a nourri le livre. Ensuite, je ne dirais pas que le livre... c'est pas l'expression en tout cas d'un ressentiment, vous voyez, ou d'une déception. Moi-même, quand j'ai découvert la circonscription, quand j'ai regardé la sociologie électorale de la circonscription, je ne croyais pas beaucoup à mes chances pour le deuxième tour. Vous voyez, peut-être contrairement à certains militants, voire contrairement à la direction du parti. Donc je n'avais pas trop d'illusions en termes d'élection au second tour. Mais non, l'expérience a été vraiment très enrichissante. Aussi de voir de l'intérieur comment le Rassemblement national est encore perçu. Une certaine agressivité parfois. Après aussi une expérience pas toujours facile pour moi dans mon milieu familial ou professionnel, vous voyez. Mais ça, c'était un peu voulu. Je le raconte dans le livre. Je voulais aussi un peu, si vous voulez, faire un peu réfléchir les gens qui me voyaient en disant « Ouh là là, mais le Rassemblement national, est-ce que Vincent est devenu un fasciste, etc. » Vous voyez. Alors les gens, ils se disent soit Vincent il est fasciste, soit le RN n'est pas fasciste. Mais malheureusement, beaucoup se sont dit que j'étais finalement devenu fasciste. Donc encore aujourd'hui, vous voyez, la diabolisation, elle est encore très prenante. Nous allons parler de diabolisation. Je les ai comptés. Vous répétez plus de 90 fois dans cet essai
Marine Le Pen comme je l'imagine. Oui. J'ai compté 90 Oui, fois. tout à fait. C'est beaucoup. Mais Oui. qu'imaginiez-vous réellement? Est-ce que vous vouliez, parce que vous le dites avec humour, mais est-ce que c'est pas quand même un peu vrai devenir le conseiller du prince ou devenir le conseiller de la reine? Vous dites l'équivalent d'un Nathalie pour Mitterrand ou d'un Guénaud pour Sarkozy. Et là, je me dis, si la désillusion s'était un peu effacée au profit du dépit? Oui, après, certains me disent même, est-ce que tu n'espères pas encore qu'elle lise le livre et que finalement, tu puisses... Bonne question. Je vais la poser en même temps. Voilà. Alors, bon, non, j'ai pas trop d'illusions sur ce plan. Si vous voulez, voilà, ce livre, c'est un petit peu une confession, entre guillemets aussi, où effectivement, je mets aussi en abîme peut-être mes propres illusions. Je ne cache pas que j'aurais aimé pouvoir, si vous voulez, approcher davantage Marine Le Pen. Alors, mais vous l'avez approché, vous le racontez? Oui, en 2017, mais vraiment de manière très très rapide, dans un dîner organisé par Hervé Juvin d'ailleurs, hein, qui voulait rassembler quelques intellectuels, mais ça a été très très rapide, 2 heures, on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger. Et ça vous avait permis quand même d'avoir une bonne impression de Marine Le Pen? C'est ce que je raconte dans le livre, c'est aussi ce qui a fait, si vous voulez, un petit peu le point de départ de cette imagination. Alors 90 fois Marine Le Pen comme je l'imaginais, c'est voulu, hein, c'est un peu un procédé, c'est un procédé rhétorique, hein, cher Martial. Hein, voilà, Et 90 fois, c'est beaucoup. Oui, tout à fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça revient comme un espèce de leitmotiv. Hein, et effectivement, alors, par rapport à ce que vous dites dépit, etc., je ne cache pas que ce livre m'a aussi aidé à prendre un peu de distance avec cet engagement qui, venant de mon milieu, venant de ma trajectoire, est quand même très lourd à porter, vous voyez. Donc ça m'a permis de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de champ. Mais je crois qu'il n'y a pas de règlement de compte dans le livre. Non, mais cette Marine Le Pen imaginée, n'est-elle pas tout bonnement une projection finalement intellectuelle, peut-être excessive, hein, sur une responsable politique à qui vous trouvez fort justement d'ailleurs de grande qualité, mais qui est forcément prise dans des contraintes ou des contingences très pratiques, celles d'un parti politique de rassemblement. Bien sûr, bien sûr. Alors la question de l'imagination, hein, j'en parle un tout petit peu dans le livre. Je crois que l'imagination est une qualité, mais à condition que ça soit effectivement une imagination un petit peu rationnelle, guidée aussi un peu par la raison. L'imagination, c'est aussi ce qui part de la réalité et qui essaye de dessiner un possible qui pourrait advenir. Vous voyez, c'est en ce sens-là que je suis dans l'imagination. Mais je ne pense pas que mon imagination soit, si vous voulez, de la pure fantaisie. Hein, je pars quand même d'un positionnement qui a été longtemps celui du Rassemblement national, celui de Marine Le Pen par rapport à l'Europe, par rapport quand même en creux à une figure gaullienne qu'elle aime bien incarner. Alors beaucoup disent que c'est totalement contradictoire avec l'histoire du parti, hein, on sait que Jean-Marie Le Pen n'était pas forcément le plus grand admirateur de De Gaulle. Ceci dit, je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'on en fait trop des tonnes là-dessus, vous voyez. Et les gaullistes historiques, Jean-Henri Gouénaud, oh là là, c'est catastrophique parce que c'est pas du tout la même histoire, etc. Je pense que c'est plus compliqué parce que dans les deux sens, il y a eu une porosité entre les gaullistes et le Front National. Il y a eu une porosité. Donc, si vous voulez, je pense que sa stratégie a été très très bonne pendant très longtemps, de se repositionner, d'avoir une stratégie peut-être un peu plus gaulienne que celle de son père, de se républicaniser. Il y avait du bon là-dedans. Mais je trouve aussi qu'elle est peut-être allée un petit peu trop loin, et surtout sur la question européenne, sur la question du rapport aux médias, et sur aussi le fait qu'il me semble qu'elle passe le relais un petit peu trop tôt à M. Bardella, et que j'ai quelques doutes. Alors bien sûr, par la force des choses, parce qu'il y a toute l'histoire judiciaire. D'ailleurs, mon livre part de l'histoire judiciaire et du 31 mars 2025 avec la fameuse inéligibilité. Et là, où je comprends ce que vous dites, c'est que tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire, hein? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire par rapport à ce verdict, hein? Et je dessine une stratégie beaucoup plus virulente, à mon avis, qu'elle aurait pu avoir. On va y venir. Vous développez une idée simple déjà, hein, mais exigeante. La politique est d'abord une affaire d'incarnation. Je vous cite, hein, et non de gestion donc ou de communication. Et à bien vous comprendre, dans votre esprit, à ce moment-là, quand vous êtes candidat, quand vous vous engagez à ses côtés, seule Marine Le Pen peut ou aurait pu incarner un moment historique de rupture avec le régime, et c'est ce que vous appelez tous vos vœux. Est-ce que c'est bien clair dans mon esprit ? C'est ça. Simplement pour préciser, quand vous dites la politique,
c'est surtout la politique au niveau de l'élection présidentielle et au niveau de notre architecture politique et des prérogatives du président. Et donc, quand on joue la politique à ce niveau, eh bien évidemment, la question de l'incarnation est absolument fondamentale. Et là, vous dites que dans cet esprit, Marine Le Pen n'a jamais su ou voulu assumer cette fonction d'incarnation. Et que dans le camp national, d'ailleurs, vous ajoutez que vous dites, mais encore moins Bardella ni Marion Maréchal ne sont capables d'incarner. Ma réponse, c'est, dans ce cas-là, que fait-on, Vincent Coussedière ? Alors, je pense que je suis quand même moins sévère ou moins radical que vous ne le dites avec Marine Le Pen. Je pense que justement, cette capacité d'incarnation, elle la possède en grande partie, mais qu'elle n'en est pas suffisamment consciente, hein, et qu'elle ne l'habite pas suffisamment. Hein. C'est un petit peu ce que dit d'ailleurs Alain de Benoît dans la préface, hein, où il dit que peut-être que Marine Le Pen n'est pas totalement consciente de ce dont elle est capable. Vous voyez, on lui a fait des procès qui, à mon avis, l'ont trop intimidée, de ne pas être une intellectuelle, de ne pas lire des livres. Vous voyez, c'est le procès de Zemmour sans arrêt. Mais je trouve ça ridicule. On a compris, Zemmour, il a lu des livres, Zemmour, il a une bonne culture historique, etc. Mais finalement, moi, je trouve ça très intéressant. Dire le grand homme, bien sûr, dans une fonction présidentielle, bien sûr qu'on veut des gens cultivés, etc. Bon, c'est très français, tout ça. Aujourd'hui, dans le personnel politique qu'on a, je suis pas sûr qu'on ait des gens de ce niveau. Du niveau de De Gaulle, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc la question, c'est la question de la décision. C'est la question de la responsabilité. Et c'est la question de savoir s'entourer de gens, si vous voulez, qui peuvent vous apporter, bien sûr, des connaissances que vous n'avez pas. Mais personne n'a ces connaissances, vous voyez. Mais vous dites bien qu'elle ne peut pas et qu'elle n'a pas su assumer cette fonction d'incarnation. Là, ma question, elle est simple, parce que vous donnez des pistes, mais est-ce que c'est un choix stratégique ? Ça peut être une limite personnelle. Vous parlez de cette notion intellectuelle, ou le produit aussi d'un système politique qui neutralise toute tentative de verticalité aussi. C'est une vérité. Alors, oui, il y a plusieurs choses. Alors, je pense qu'elle a assumé, et elle a bien pris conscience de sa capacité, si vous voulez, d'incarnation au sens où beaucoup de Français se reconnaissent en elle. Vous voyez, ça, on ne peut pas lui contester. Elle est très proche des Français. Elle a un rapport au peuple français. Donc là, voilà. Mais des fois, je dis qu'il ne faut pas seulement incarner les Français. Il faut incarner la France. Hein. Et c'est là qu'il peut y avoir, justement, la question de la vision historique. Et c'est là que ça peut un petit peu pêcher. Ensuite, je suis absolument d'accord avec vous quand vous dites que le système politique ne rend pas facile la question de la verticalité. Mais je rajouterais le système politico-médiatique. Parce que, si vous voulez, pour moi, nous ne pouvons pas poser un système politique qui serait indépendant d'un système médiatique. Et vous connaissez très bien ce problème, puisque vous faites un effort pour présenter un média alternatif de réinformation, etc. Donc c'est ce système politico-médiatique qui rend extrêmement difficile, effectivement, de faire émerger une figure verticale. Hein, et voilà. Mais je trouve qu'elle y arrive parfois de manière très très forte, je le dis, et qu'elle aurait pu arriver davantage, mais à condition d'avoir aussi derrière un petit peu justement une vision, un soutien, et pourquoi pas d'inscrire encore davantage ces pas, si vous voulez, dans ceux de De Gaulle, mais pas dans le sens un peu ridicule où tout le monde se réclame de Gaulle, où tout le monde en appelle à De Gaulle. Je dis, elle doit le lire, elle ne doit pas le citer, elle doit le lire, elle doit réfléchir à 58, elle doit réfléchir au moment de crise, et elle doit s'inspirer de sa pratique et de son rapport aux institutions, vous voyez. Mais je vois quand même quelques ambiguïtés dans votre pensée. Vous me dites tout à l'heure, moi je lui reproche un peu, finalement, de ne pas incarner suffisamment son personnage. Et d'un autre côté, vous lui dites, vous lui donnez même un peu comme consigne de démissionner de sa députation dès 2025 pour préparer 2027. Malgré les incertitudes judiciaires, on ne sait pas comment ça va aboutir, et on a, au moment où nous enregistrons, pas cette réponse, et deux, au risque tout de même de la voir disparaître. On ne peut pas à la fois me dire elle passe la main trop tôt à Bardella et lui avoir demandé d'avoir quitté le seul poste dans lequel elle a une tribune qui est celle de l'Assemblée nationale. Oui, alors si vous voulez, mais le problème c'est que je pense qu'elle n'a pas le choix. Elle n'avait pas le choix, malheureusement. C'est-à-dire que je pense que l'attaque, si vous voulez, l'attaque juridique et politique qu'elle
qu'elle a reçu ce 31 mars 2025, c'est quelque chose de considérable. Je veux dire que j'ai l'impression d'ailleurs que le parti lui-même ne s'y attendait pas. J'avais discuté un peu avec des proches du parti. Ils étaient inquiets quand même, mais c'était un sujet presque tabou, vous voyez. Et je pense que quand vous avez ce genre d'attaque, il faut être dans le judo. La seule réponse, c'est le judo. Et c'est de renverser l'attaque. Quand je dis qu'elle aurait dû démissionner de son poste de député, c'était pour dramatiser justement ce qui s'est passé, pour le dramatiser et pour directement déclarer sa candidature à la présidentielle et pour court-circuiter, pour dramatiser, pour monter aux extrêmes alors qu'elle est tout de suite rentrée dans la possibilité d'un plan B. Elle aurait dû faire les choses à la Trump, si vous voulez, même si je peux avoir beaucoup de réserves sur Trump par ailleurs, mais elle aurait... Alors, c'est toujours facile, on peut toujours me dire, oui, c'est un intellectuel qui échafaude des plans sur la comète, il n'y a qu'à Faucon, elle aurait dû... Mais voilà, j'assume dans mon livre mon propos, cette stratégie. J'en ai parlé avec certaines personnes du RN qui ont une certaine influence, et je peux vous dire qu'il y a quand même eu débat, il y a quand même eu question par rapport à cette stratégie dès le début. Il y a un autre axe fort du livre qui nécessite des explications, c'est la remise en cause de ce qu'on appelle communément la dédiabolisation. En cherchant à apparaître comme une force gouvernementale classique, le mouvement de Marine Le Pen a désarmé, désamorcé l'élan populaire. Je vous cite, on ne gagne pas une crise de régime avec des réflexes de parti classique. Oui, c'est vrai que la question de la dédiabolisation, moi je pense qu'elle est largement effectuée. En fait, quand on parle de dédiabolisation, c'était surtout la question, il ne faut pas se cacher, c'était la question de l'antisémitisme, c'était la question des remarques de Jean-Marie Le Pen avec lesquelles Marine Le Pen a été très claire, si vous voulez. Mais ça n'implique pas d'aller au-delà, ça n'implique pas, si vous voulez, d'aller de devenir les gentils élèves du système politico-médiatique. Je pense que là, on perd aussi beaucoup de choses, et je pense que les gens attendent aussi une certaine altérité, et qu'on ne se soumette pas, si vous voulez, quand on est candidat à la présidence de la République, au code. Mais elle ne le fait pas. Je trouve qu'on sent, elle ne le fait pas complètement. On sent qu'elle a une réticence, on sent que des fois elle doit se contenir, si vous voulez. Et je pense que c'est ça qui plaît en fait aux Français. Est-ce que vous ne reprochez pas à Marine Le Pen de faire ce qu'on reprochait à son père de ne pas faire? C'est quand même incroyable, cliver. Parce que vous me parlez de la question de l'antisémitisme aujourd'hui, Vincent Cossedier, quelqu'un qui se dit contre l'avortement, est beaucoup plus diabolisé que le député LFI qui tient son propos antisémite toute la journée. Alors oui, alors je suis d'accord sur le sujet. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que on est en train d'entrer dans une stratégie, médiatique par rapport à LFI, qui ressemble beaucoup à celle qu'on menait par rapport à Jean-Marie Le Pen. Et je pense qu'elle peut être tout aussi contre-productive que celle qui était menée avec Jean-Marie Le Pen. Vous ne croyez pas à la diabolisation dans ce cas-là? Pourquoi exiger et lui reprocher de se dédiaboliser? Non, je lui reproche pas. Non, ce que je veux dire, c'est que les choses sont faites. Où est le cursus? Où mettons le cursus de la dédiabolisation? J'ai du mal à saisir. À quel moment on se diabolise, à quel moment on se dédiabolise? Le curseur. Sachant que c'est pas vous qui décidez. Oui, mais c'est l'adversaire. Mais je suis d'accord. Mais si vous voulez, là où je vous rejoins, c'est que comment dire, la pierre de touche de la diabolisation, ça a d'abord été l'antisémitisme. Mais ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé, anti-homophobie, tout ce que vous voulez. Tout le wokisme, c'est un déplacement de la question. J'ai fait un livre là-dessus d'ailleurs. La question de l'antisémitisme, elle s'est déplacée ensuite en soupçon, racisme, antiféminisme, etc. Donc d'accord, le champ médiatique est envahi, politico-médiatique est envahi par ça. Donc simplement, ce que je veux dire, c'est que on peut, être dans les médias, pas tout à fait complètement, à la fois dedans et dehors, mais ne pas céder. Allez, je fais une petite provocation. Comme M. Bardella, qui très rapidement donne, à mon avis, parfois des signes de, si vous voulez, de conformité au code. Vous voyez ? Là, il y a une affaire, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais on peut le dire sans citer. Il y a une affaire sur CNews. Bon, ça regarde CNews. Monsieur Bardella qui dit à ses députés n'allez pas sur ce plateau parce que etc. Je trouve ça ridicule. Je veux dire, quand je vois ça, je me dis heureusement que je ne suis pas député. Vous voyez, je suis pas là pour avoir le doigt sur la couture et d'être le bon élève du patron qui va dire. Est-ce que vous avez une idée de comment les députés
Vous savez, les députés, quand même, étaient des personnages considérables de la République. Hein. Et même dans l'époque, si vous voulez, de ce que Bernard Manin appelle la démocratie des partis, même s'il y avait une discipline de parti, il n'y avait pas cette espèce d'infantilisation. Hein. Même Marine Le Pen, un petit peu avec ses députés, quand j'ai vu ça, je me suis dit, finalement, j'ai voulu quitter l'éducation nationale, vous voyez, parce qu'on nous infantilise. Si c'est pour me faire traiter comme un petit garçon à qui tu dois mettre la cravate pour venir, c'est ridicule, c'est ridicule. Retrouvons un petit peu le sens de la responsabilité du député, parce que, attends, ce que je vous dis est lié aussi aux affaires, parce que assistant parlementaire, tout ça est lié. On ne fait plus confiance au député, il n'est plus responsable du travail qu'il donne à son assistant parlementaire. Et on traite les députés comme des petits fonctionnaires d'une administration. Je trouve que vous faites beaucoup de reproches là où on peut se dire qu'en termes de stratégie électorale, en parlant de stratégie électorale, cette normalisation est peut-être la condition même de la survie, premièrement, et puis aussi d'un accès potentiel au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, cette stratégie électorale, eh bien, on est libre de ne pas l'adopter et de ne pas suivre cela, mais on peut considérer ici que c'est le passage obligatoire. Alors, c'est là la grande question, et c'est là que les modèles sont écrasants, c'est-à-dire que Marine Le Pen, comme je l'imaginais, ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Elle cherche le pouvoir pour en faire quelque chose. Et c'est là que l'exemple de De Gaulle est quand même assez remarquable. De Gaulle n'était pas prêt à retourner au pouvoir à n'importe quel prix. Il était prêt à y retourner en situation de pouvoir faire quelque chose. Et le plan B, Bardella, Premier ministre, est pour moi un plan qui n'aurait rien permis, d'ailleurs il ne va pas se produire finalement, mais qui n'aurait rien permis au Rassemblement national, et qui n'aurait pas permis de faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes dans une situation extrême, dans plein de domaines, pré-révolutionnaire, eh bien dans ce genre de situation, il y a une inertie des processus qui fait que vous ne pouvez pas régler les choses avec des mesurettes parlementaires à droite, à gauche. Et donc, c'est pas quand vous êtes Premier ministre en cohabitation avec Macron et avec le cadre de l'Union européenne que vous pourrez changer quoi que ce soit. Et avec donc, un Conseil constitutionnel. Mais bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation tellement bloquée que c'est seulement vraiment en prenant le pouvoir par le haut. Mais là, je crédite quand même Marine Le Pen et ses conseillers d'avoir une très bonne stratégie là-dessus. S'appuyer sur le référendum, c'est une excellente stratégie. D'ailleurs, tout le monde reprend ça maintenant. Hein. Alors maintenant, tout le monde parle de moratoire. C'est elle qui parle de moratoire depuis des années, vous voyez. Et puis maintenant, c'est Darmanin qui commence à parler de moratoire. Alors, il n'utilise pas le mot moratoire, parce que sinon, ça serait trop visible qui reprend l'idée. Donc, il y a des tas de choses qui sont excellentes, qui ont été faites par le Rassemblement national. Mais je pense qu'il fallait garder la stratégie présidentielle. Et je pense que les Français, c'est ça qui les intéresse dans le Rassemblement national. Dans sa préface, Alain de Benoist conclut « Alors Marine Le Pen, promesse encore crédible ou destinée ratée ?» Et en écho, vous lui répondez « Malgré son courage, reconnu par tous, sa capacité à traverser toutes les violences et les épreuves d'une carrière politique qui restera hors norme, quoi qu'il arrive, Marine Le Pen ne sera pas celle qui restaurera la Ve République. C'est ça que vous souhaitez tant ? Je ne souhaite pas qu'elle... Alors, est-ce que je souhaite qu'elle restaure la Ve République ? C'est ça la question. Oui. C'est ça pas le reproche définitif, c'est qu'elle ne sera pas en capacité de le faire. C'est-à-dire que je pense que les institutions de la Ve République, dans leur esprit, étaient de très bonnes institutions, y compris le rapport président-premier ministre, mais des institutions taillées pour des gens qui soient à la hauteur, si vous voulez. Et c'est comment le petit-fils du général de Gaulle qui a listé tous les changements de la Constitution qui l'ont complètement défiguré. Donc, si vous voulez, je dis qu'il y a un choix, quoi. Hein, il y a ceux qui vont dire qu'il faut faire une 6e République. Hein, il y a ceux qui vont être dans la continuité de Macron tout en disant qu'ils vont changer plein de choses. Et puis, il y a le scénario que je voyais de Marine Le Pen, c'est de proposer une espèce de révolution conservatrice, d'un retour à l'esprit de la Ve République. Et revenir à cet esprit, c'est aussi par le charisme, c'est aussi par la verticalité, c'est aussi la question de l'autorité qui sera centrale. Et je ne vois pas grand monde dans le personnel politique qui ait cette capacité d'incarner cette autorité. Ça m'amène à cette conclusion que je vais encore aller rechercher chez Alain de Benoist, décidément, que j'aime citer. Il dit que votre ouvrage, il utilise un terme intéressant, une méditation crépusculaire. Vous avez noté ce terme-là. Et comme je l'imaginais, moi,
Je vous voyais œuvrer jusqu'à la mort pour que la France retrouve son destin, comme je l'imaginais moi. C'est finalement tout le contraire que je vois, parce que vous éprouvez presque une forme de soulagement à écrire pour notre pays le mot fin. Je me trompe? Alors je pense pas que je dise complètement fin. À la fin, je parle du phénix français qui renaît éternellement de ses cendres. Et je dis simplement qu'à court terme, ça me semble bien compromis. À court terme. Pessimiste à court terme, plus optimiste à moyen et long terme, et je me mets aussi dedans, je mets tout le camp national dedans, parce que, si vous voulez, je pose la question du courage, et je me demande si notre courage est suffisant, si vous voulez, pour justement retrouver cette France à laquelle nous aspirons. Il ne suffit pas d'être dans l'invocation et dans le retour à pour que les choses se passent. Une méditation crépusculaire. J'ai trouvé l'expression très très bonne. Merci Vincent Caussedière. Marine Le Pen, comme je l'imaginais, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie, des éditions bien connues des téléspectateurs TVL, et cet ouvrage est en vente sur le site tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL, vous connaissez le chemin. Merci à vous.